Bonsoir à tous et comme annoncé, nous allons faire un état des lieux de la campagne agricole en cours pour voir comment cette campagne se déroule sur le terrain au regard de la pluviométrie qui est très abondante sur l'ensemble du pays. Une pluviométrie dont les services compétents de la météorologie et du ministère de l'hydraulique ont déjà annoncé les couleurs dès le début de cette campagne et dont nous avons la confirmation avec les fortes précipitations qui s'abattent au quotidien dans les villes et campagnes du Niger. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau les différents responsables en charge de la question au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais aussi un représentant du monde rural qui vont s'exprimer sur les premiers résultats de cette campagne agricole en cours dans notre pays. Nos invités sont M. Ousmane Abdou, directeur de la promotion des filières et des chaînes de valeur agricoles. Dr Ali Lawali, directeur général du laboratoire central de l'élevage Labocel. M. Chebou Adamou, directeur général du génie rural. M. Abdou Amadou, directeur commercial et de la communication de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Caïma. Et M. Banya Jubo, président du conseil d'administration de la plateforme paysanne du Niger. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons faire un état des lieux de la campagne agricole en cours où la météo annonce que la saison de pluie pourrait s'étaler jusqu'au mois de septembre et même octobre dans certaines localités du Niger. Comment se déroule la campagne agricole 2025 sur toute l'étendue du territoire national? Dans quel état d'esprit se trouvent les agriculteurs et autres éleveurs au cours de cette campagne agricole? Quels sont les moyens déployés par l'État pour assurer une bonne campagne agricole? Comment la question de l'engrais a été prise en charge pour permettre aux paysans d'obtenir des résultats au cours de cette campagne? La réponse à toutes ces questions dans ce débat que nous entamons avec cette toute première interrogation. Comment se déroule la campagne agricole sur l'ensemble du pays? Monsieur le docteur général, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci, monsieur Abdoulaye. Bonsoir à tout le monde. Je remercie quand même cette initiative qui permet de partager l'information en temps réel par rapport à la question de la campagne agricole qui est une question d'actualité. D'accord. Et effectivement, la campagne agricole se déroule normalement, mais avant, comme à l'accoutumée, chaque année, le ministère, à travers la Direction générale de l'agriculture, élabore un programme de campagne pour prendre en charge un certain nombre de dispositifs, notamment la mise en place des intrants de qualité et un peu voir le dispositif d'encadrement afin d'accompagner les producteurs dans leur activité agricole. Et effectivement, cette année, ça n'a pas dérogé à la règle et les mêmes principes ont été développés et sinon renforcés de façon à ce que tous les producteurs du Niger puissent vraiment s'activer dans la production agricole de cette campagne pluviale. Et là, présentement, nous sommes nous tendons vers la fin de la campagne. Et là, si nous prenons la situation actuelle, il y a eu une première évaluation à mi-parcours en fin juillet, qui s'est révélée quand même assez significative. Et là, même si en fait, cette année, on a connu une plage de semis et de ressemis, mais quand même, vraiment, la tendance est bonne de façon globale, pour la simple raison que, au moins, l'eau est là, la pluviométrie, quand même, elle est là et elle permet aux cultures de se développer normalement. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Voilà. Merci, monsieur le docteur. Oui, docteur Loli, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Comment se déroule la campagne agricole sur l'ensemble du pays? Vous, je précise, vous êtes du Labocel, vous vous occupez beaucoup plus du côté élevage. Merci. Je rejoins mon collègue pour quand même remercier cette initiative. Effectivement, le monde rural a besoin de savoir où est-ce que nous en sommes et où est-ce qu'on va. Tout à fait. Et donc, je dois dire que, effectivement,
à chaque fin de la campagne, à chaque fin de campagne, on voit les tendances et sur la base des résultats, on fait un programme pour la campagne qui s'avance. C'est ça. C'est ainsi que effectivement on a élaboré un programme et généralement pour ce qui concerne l'élevage, généralement le problème c'est celui de l'alimentation des animaux. Ouais. Et pour ça on programme l'achat des aliments bétail. Et on essaie aussi de sensibiliser les éleveurs par rapport à un certain nombre de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et il s'agit généralement de la question des maladies de ces animaux-là, et ainsi que la question de l'abreuvement de leurs animaux. Mais vous savez, l'élevage est une activité qui est très résiliente. En ce sens que à chaque situation, il y a une manière de s'adapter. Donc, et je vais dire par là, grâce au mouvement des animaux, on sait qu'à telle période, il faut quitter pour aller chercher là où il y a le mieux-être. Tout à fait. Et c'est dans ce sens, la transhumance aussi fait partie des solutions ou bien des stratégies qu'on adopte par rapport à la question de l'élevage. Mais si j'avance par rapport à la campagne en tant que telle, aujourd'hui, effectivement, cette année, ce n'est pas un secret. On sait bien qu'il a beaucoup plu. Ah oui, il y a eu beaucoup de pluie. Au début, ça a un peu titubé, mais après, à partir du mois de juillet, il y a eu beaucoup de pluie, ce qui fait que le pâturage qui était un peu incertain a quand même connu un bon développement. Et qu'aujourd'hui, nous constatons que presque dans toutes les régions, le stade du végétatif, il est à la montaison et piaison. Peut-être maintenant, on peut dire qu'il est à l'épiaison pour ce qui concerne les graminées. Et on est à la formation de gousse pour ce qui concerne les légumineuses. Il y a aussi l'autre part du pâturage qui est très important, c'est le pâturage aérien. Là, on a constaté une bonne régénération de ce pâturage. Donc, du point de vue alimentation, on peut dire que ça va bien. Et ça va de pair. Quand il pleut, les mares vont prendre de l'eau. Ah oui, bien sûr. Donc, ce qui fait que les mares sont remplies. Dans la plupart des régions, l'abreuvement se fait au niveau des mares. Au niveau des mares. Mais quand même, il faut dire un mais par rapport à la situation. Tout à l'heure, j'ai parlé des pâturages. Il y a deux régions dont la situation est encore préoccupante. La région de Difa et la région d'Agadez. Parce que dans la région de Difa, surtout dans la zone de Ngourti, quand même jusqu'à présent, on a des sols nus. C'est-à-dire que le pâturage, là, vraiment, n'a pas connu un bon développement. De même que dans la région d'Agadez, Agadez vers Arlit, là aussi, la situation est un peu incertaine parce que la pluviométrie n'a pas été forte pour permettre un bon développement de ces pâturages. C'est là où ce sont ces deux zones-là que vraiment on a quand même des inquiétudes par rapport au développement végétatif. Maintenant, même par rapport à la question de l'abreuvement des animaux, ça se passe bien dans toutes les zones. Mais il faut reconnaître que, certes, on a un bon développement du couvert végétatif, mais on a, surtout dans les zones sud agricoles où on a des enclaves pastorales, elles sont envahies environ par 80% par de mauvaises espèces qui ne sont pas appétées par les animaux. Quand on fait un plan satellitaire, on constate que c'est vert, mais c'est un faux vert. Parce que les espèces qu'il y a dedans là, ne peuvent pas être appétées par les animaux. Donc, par rapport au mouvement des animaux, actuellement, on a une certaine accalmie. Sauf dans la région de Difa, comme je vous ai dit qu'il y a un peu un problème, on a constaté une remontée des éleveurs Ouda et des bovins White Fulani qui viennent du Nigeria vers voisin. Vers Difa. Et il y a aussi, dans la région de Ngigmi, on a un mouvement des chaméliers qui viennent du sud vers le nord aussi. Donc là, c'est vraiment... Donc, toutes les concentrations, on les rencontre au niveau des zones pastorales et aussi dans les enclaves pastorales pour ce qui concerne la zone sud. C'est ça. Et j'ai parlé des mouvements... Maintenant, par rapport à la situation sanitaire. Pour la situation sanitaire, nous sommes que c'est une période où, généralement, c'est même naturel, c'est le parasitisme qui est très dominant. C'est ça. Et ce parasitisme, c'est quoi? Parce que, quelque part, nous avons des plans de prévention, mais nous, on ne l'applique pas. Bon, donc, disons, les éleveurs ne l'appliquent pas parce qu'il s'agit que dès la rentrée de la campagne,
il faut toujours déparasiter les animaux pour mieux aborder la campagne et mieux profiter du pâturage qu'ils vont consommer. Mais il n'y a pas ce déparasitage qui est payant parce que ce n'est pas gratuit. Ah, bien sûr. Ce qui fait que, bon, donc, on a beaucoup des animaux qui sont parasités à cette période. Et donc, on a aussi quelques maladies qui sont contrôlées, mais quand même, il y a des persistances des foyers de ces maladies, en l'occurrence des maladies qui sont inscrites dans le cadre de programme d'éradication, à savoir la pneumonie contagieuse bovine, PPCB, et la peste de petits ruminants. On arrive jusqu'à présent, on a reçu des foyers. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ces maladies font l'objet de campagnes de vaccination annuelles, gratuites. Et je rappelle que dans la sous-région, c'est seulement au Niger qu'on fait la campagne gratuite. Ah oui, seulement au Niger. C'est seulement au Niger. Et ça, c'est vraiment, je félicite l'État parce que, sincèrement, les éleveurs ont quand même, on a un petit repos par rapport à d'autres et que ça leur permet d'utiliser ces moyens-là pour autre chose. Donc, dans ce cadre-là, on a constaté qu'il y a des foyers de ces maladies qui persistent. Pourquoi? Parce que vous savez, avec l'insécurité, même si on fait la campagne de vaccination annuelle, il y a des zones où on ne peut pas accéder. Oui, bien sûr, c'est une réalité qu'elle a. Ça, c'est fait qu'il y a beaucoup d'animaux qui échappent à cette vaccination. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez, l'élevage, comme je l'ai dit, c'est vraiment des mouvements. Ah, c'est des mouvements. Donc, d'un pays à un autre. Et ce qui fait que ces animaux-là peuvent, à cause de la transhumance, on a aussi des animaux qui viennent avec ces maladies. C'est ce qu'on appelle les maladies transfrontalières qui peuvent venir contaminer notre cheptel, surtout que j'ai dit une partie qui n'est pas. Et c'est ce qui fait qu'on a ces foyers-là. Donc, je vais m'arrêter là en attendant. Bien sûr, merci, M. DG, merci. Monsieur Chebouadom, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Vous êtes du génie rural, alors qu'est-ce que vous allez apporter comme élément de réponse sur ce que c'est que cette campagne, comment se déroule cette campagne agricole sur l'ensemble du pays? Oui, merci, merci Abdoulaye, vraiment. Merci pour cette initiative, comme l'on a déjà dit. Ça permet en tout cas à l'opinion nationale de comprendre l'information qui est en train de se passer au niveau des différents secteurs. Donc, comme ils l'ont dit, à la veille de la campagne, chaque année, depuis décembre, janvier, le ministère de l'Agriculture élabore un programme global. Donc, au-delà de l'aspect vraiment culture et mise en valeur, l'aspect donc élevage, il y a d'autres aspects qui sont à l'intérieur du programme, dont notamment la gestion des crues, des inondations, pour qu'on puisse. Il y a également la gestion la gestion du comportement de certains ouvrages. C'est ça. Parce que vous savez, au Niger, nous avons un certain nombre d'ouvrages de mobilisation des eaux qui retient l'eau. Donc, pendant la saison, il faut quand même de temps en temps aller contrôler qu'est-ce qui se passe, leur comportement, pour prévenir les dégâts. Donc, il y a la gestion des engrais, il va vous en parler. Donc, c'est tout un programme vraiment assez édifié, assez consistant que le ministère élabore et qui permet maintenant, au moment de la campagne, de mettre donc, en œuvre ce programme-là. Et c'est vraiment sur ça que tous les secteurs, toutes les directions du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est sur ça donc nous sommes, chacun en ce qui le concerne, pour vraiment permettre donc aux producteurs de bien produire et de récolter vraiment dans de bonnes conditions pour la campagne. Donc, pour ça, je dirais, sur le plan pluviométrique, quand on regarde, en tout cas, les hauteurs de pluie tombées, du début jusqu'à maintenant, on pense que c'est vraiment acceptable. Ça n'atteint pas l'année passée, mais c'est acceptable. Puisque vous savez... Les ouvrages tiennent, hein? Les ouvrages tiennent. Malgré la pluie. Malgré la pluie, ces ouvrages tiennent. Parce que l'année dernière, on a vu... Hein, oui, l'année dernière, on a vu, mais cette année... Où des routes étaient complètement coupées dans certaines régions du Niger. Tout à fait. Mais cette année, quand même, ça va. Cette année, ça va par rapport à l'année passée. Et il faut dire quand même aussi, cette année, c'est moins pluvieux que l'année passée. Parce que l'année passée était une année vraiment très exceptionnelle. Donc, cette année, elle est dans la normale, dans la moyenne, vous l'avez dit dans votre introduction. Bien sûr. Donc, vraiment, je pense que à l'allure, puisque c'est pas aussi l'importance de la hauteur de pluie, c'est sa répartition. Voilà, quand c'est bien réparti, et nous pensons que vraiment, on va vraiment bien récolter. Il y a aussi l'aspect de l'irrigation. Parce que en même temps, comme je l'ai dit, le ministère de l'Agriculture prépare un programme. Il amorce aussi
la préparation du programme de culture irriguée de l'année qui suit la campagne. La campagne, juste après. Donc juste après. Parce que juste après, toute cette quantité d'eau-là, il va falloir l'exploiter, la mobiliser, la gérer pour vraiment essayer de produire immédiatement après, de faire la campagne. Ce qui n'a pas été le cas, je dois le préciser, pour l'année dernière, parce que l'année, on a vu, c'était une pluie exceptionnelle. Mais malheureusement, après, toute cette pluie est partie comme ça. On n'a pas pu exploiter. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pensé depuis... Bon, c'est pas qu'on n'a pas pensé. Et c'est quoi alors? C'est pas qu'on n'a pas pensé. C'est que l'année dernière, vous savez, quel qu'en soit ce que vous prenez comme disposition en termes de conception de vos ouvrages, vous avez été toujours surpris? une année exceptionnelle. Vous avez été surpris? Je pose la question au niveau du général. Vous avez été surpris ou pas? Surpris, pas surpris. Je pense que c'est une année exceptionnelle qui dépasse. C'est une année centenaire. La biodiversité sont des choses. Donc ça dépasse vraiment la capacité des ouvrages qui ont été réalisés. Bien sûr. Et cette année, je pense que vraiment la situation est maîtrisée. Elle est vraiment maîtrisée. Il n'y a pas de. L'eau là, ça va profiter beaucoup. L'eau va profiter beaucoup. C'est sûr. Vous avez vu, je ne sais pas si on ira faire le constat. Je ne sais pas si vous étiez à Falki quand même, vous avez vu. Avec le chef de l'État quand même, vous avez vu. Ah oui, bien sûr. Voilà, le site est plein. Tout à fait. Il y a des ouvrages qui sont là. À Zender, non? À Zender, oui, on a vu, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'un peu partout, au Niger, un peu partout, et là où il y a ces ouvrages-là, il y a ces dispositifs-là qui permettent vraiment de mobiliser et d'exploiter en même temps. Donc la ressource à nous. D'accord. Voilà, donc pour le moment, ce que vous allez... Ce que je peux dire en attendant que... Mais merci. Merci beaucoup, oui. Abdou Amadou, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Vous avez écouté ce que déjà les trois autres invités ont soutenu par rapport à la campagne agricole. Qu'est-ce que vous allez dire? Et je précise que vous êtes du Caïman. Merci Ablaye. Où on parle beaucoup d'engrais. Voilà. Merci Ablaye et je remercie effectivement la RTN pour cette initiative qui permettra bien sûr à l'ensemble des producteurs et des éleveurs de savoir ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Tout à fait. Comme vous l'avez dit, je suis de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Et je dois rappeler que la centrale d'approvisionnement est créée depuis 1978. Depuis 1978. Depuis 1978. Et depuis lors, elle a subi beaucoup de mutations. Et jusqu'en 2010, où elle était transformée en EPIC. Et de là, et nous avons connu une autre période en 2020 qui était celle de nous retirer, la CAIMA, bien sûr, des engrais et des produits phytosanitaires. Et la CAIMA, à cette période précise, elle était sur le point de fermer, c'est ça? Tout à fait. Et c'est ce qui lui a valu 5 ans d'inactivité, de 2020 à 2025. Et pendant cette période, vous le savez, et je parle sous le contrôle du président de La Plate, les producteurs en ont payé cher. Parce qu'il n'y a pas d'engrais, il faut aller commander ailleurs. Les engrais étaient chers, n'étaient pas de la qualité souhaitée et n'étaient pas accessibles à tous. Souvent les gens disent que c'est de l'argile, parce qu'on a fait beaucoup de débats où les gens disent que souvent cet engrais dont vous parlez à l'époque c'était de l'argile. Qu'ils vendaient. Oui, je ne sais pas si vous pouvez confirmer ou pas. Les engrais qu'ils vendaient. Parce que la CAIMA était sortie de ça déjà. Oui, au moment où la CAIMA s'est retirée, quand on a forcé la CAIMA, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en vérité, on a forcé la CAIMA à se retirer pour privatiser et donner à des privés. Et ce sont ces privés, on nous a dit que souvent, au lieu de l'engrais, c'est de l'argile. C'est vrai ou faux? C'est vrai, parce que nous avions fait analyser ces engrais-là. D'accord. Parce que vous savez qu'à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, il y a des machines qui sont là pour analyser la qualité des engrais. Donc, c'est ces résultats de ces analyses-là qui ont prouvé tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, je disais, on a fait 5 ans d'inertie et que suite aux événements du 26 juillet. Du 26 juillet, tout à fait. Et donc, le CNSP, sous la présence de son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et qui a su écouter les cris de cœur des producteurs. Des producteurs. Et au jour du 3 février 2025, il a ramené la CAIMA dans ses missions initiales à travers l'ordonnance 2025-03 du 3 février 2025. D'accord. Donc, et de là, c'est à partir de ce moment-là que la CAIMA a pu véritablement retrouver ses lettres de noblesse. Et nous sommes en train, depuis ce jour, en train de se battre
pour répondre aux missions à nous confiées par les plus hautes autorités. D'accord. Et depuis lors, comme l'a dit mes collègues, nous nous sommes inscrits dans le programme de la campagne agricole pour préparer la campagne agricole, parce que nous constituons un outil par lequel, bien sûr, le ministère de l'Agriculture doit s'appuyer pour fournir les intrants et les matériels agricoles. C'est ça. Donc depuis lors, la CAMA s'est battue pour d'abord réformer tout ce qui était gâté pendant les 5 ans. Et notamment, il fallait réviser nos budgets pour intégrer ces nouvelles missions-là. Notamment les acquisitions des engrais, les acquisitions des matériels agricoles, tout ça, qui n'existait pas dans nos programmations avant le 3 février. Donc, comme vous le savez, les budgets des institutions, c'est valide au plus tard en novembre. Et déjà, nous avions fait un budget en 2024, de 2025 en novembre, qui a été approuvé, mais qui ne prenait pas en compte ces nouvelles missions qui ont été qui nous ont été données en février. Donc, il fallait réviser. Donc, on a révisé, on a intégré toutes ces missions-là. Et ce qui nous a amené vraiment à attendre un temps pour avoir l'approbation du ministère des Finances, parce que c'est ça, notre tutelle financière, avant d'enclencher les processus d'acquisition. Mais néanmoins, la CAMA a fait des efforts dans ce sens, parce qu'en début de l'année toujours, nous avons lancé des ventes d'engrais organiques phosphatés, environ 6300 tonnes, qui était un engrais qui doit être utilisé en culture de fond pour les agriculteurs. Au moins pour qu'ils commencent avec ces minimums-là, en attendant les nouvelles acquisitions qui rentrent dans le cadre de notre programme d'après l'ordonnance 2025. D'accord. Donc voilà, et c'est de là que ça a commencé, et nous avons engagé énormément de réformes pour mieux répondre aux missions à nous confiées par l'État. Et suite à cela, il y en a eu beaucoup des actes que nous sommes en train de poser, notamment dans le cadre d'améliorer la bonne gouvernance, la gestion des ressources à nous confier. Donc, il faut noter aussi que nous avions initié un contrat programme conformément à cette ordonnance, dans lequel il fallait dégager toutes les ambitions que la CAMA devrait faire pour soutenir bien sûr ce qui est le programme des campagnes agricoles, que ce soit en biluvial ou en irrigué. Donc voilà en quelques mots ce que je voudrais dire. On va revenir dans les détails. Avant de revenir dans les détails, bien sûr. L'engrais qui est là et comment ça a été reparti et tout, on va revenir tout à l'heure dans le débat. Merci beaucoup. Merci Amadou. Monsieur Joubogna, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Qu'est-ce que vous allez dire sur comment la campagne se déroule sur l'ensemble du pays en tant que représentant du monde rural sur ce plateau du grand débat? Merci Abdoulaye. Comme les autres collègues, je tiens à remercier l'initiative qui permet à un moment que les gens s'adressent en tout cas aux acteurs pour que chacun selon ses compétences dire comment il voit les choses. Bon, ce qu'il faut reconnaître, notre manière de dire les choses, c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Contrairement à ceux qui ont des outils d'analyse. Oui, bien sûr, parce que ça sur le terrain directement. Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le premier travail qui a été abattu, c'était d'abord la direction de la météorologie, très rapidement a réuni les gens pour annoncer les couleurs, pour dire voilà comment en tout cas, comment se présente la campagne en termes de prévision. C'est ça. Donc notre rôle était d'informer les gens pour dire effectivement il va y avoir de la pluie, mais il va y avoir aussi des sécheresses, mais ça ne va pas être comme l'année dernière. D'accord. Alors donc ça, on a déjà fait ce travail. Le deuxième élément, c'était par rapport aux semis. Comme l'a dit le directeur, on a connu beaucoup de semis. Dans certaines localités, les gens ont semé 3-4 fois. Ça n'a pas pris. Au moment du mois de juin, non? Oui. Bon, à partir d'abord, depuis avril, il y a des gens qui ont semé. Depuis avril, des gens ont semé. Voilà. Il faut reconnaître que ça n'a pas été partout. Le deuxième élément qu'il faut noter, c'est que cette année, les zones sableuses ont souffert parce que c'est des zones qui ne peuvent pas supporter beaucoup de pluie. C'est ce qui fait que le Dalol, dans certaines parties, vous allez voir, ça n'a pas pris parce qu'il y a eu beaucoup d'eau et ça n'a pas permis, en tout cas, aux semis de se développer comme on le souhaitait. Deuxième ou troisième élément de cette campagne, c'est qu'en début de campagne, nous faisons un tour pour d'abord regarder
est-ce que, comme ils l'ont dit, les semis sont sur place? Est-ce que les ingrédients sont là? Est-ce que tout ce que l'État propose de faire, nous vérifions, est-ce que ça a été fait ou est-ce qu'il y a des difficultés? Donc, comme ils l'ont dit, on a été sur le terrain, nous avons constaté des semences qui sont sur place. Ouais. C'est vrai que dans certaines localités, on continue encore à nous annoncer que les semences qui sont là encore, parfois, il y a des semences qui ne sont pas à la hauteur. Parce que quand on donne les marchés, malheureusement, parfois, il y a des gens qui fraudent. Au lieu d'amener des semences de qualité, parfois, c'est des semences tout venant. Qui ne répondent pas aux normes. Donc ça aussi, on a assisté à ça. Deuxième élément, c'est par rapport aux engrais. Comme il l'a dit, vous savez, les engrais phosphatés, les gens ne comprennent pas que c'est un engrais qui permet de fertiliser le sol. C'est pas comme les MPK ou c'est pas comme l'urée où ça agit immédiatement. Donc, cet engrais phosphaté, il faut attendre longtemps pour que ça commence à donner ses résultats. Donc, nous comprenons très bien que le sol nigérien, en tout cas en grande partie, certaines parties, c'est le sol qui est complètement lessivé. Donc, naturellement, il va falloir reconstituer le sol, d'où l'importance du travail qu'ils ont eu à faire. Deuxième niveau, c'est vrai que jusque-là, l'engrais n'est pas à la portée du paysan. Parce que ça soit juste après, comme il l'a dit, juste après la libéralisation, qu'est-ce qui s'est passé? On a connu des moments difficiles, c'est-à-dire l'Ukraine, qui était l'un des pourvoyeurs des engrais, était en conflit. Il y avait aussi l'insécurité qui a fait que la circulation n'était pas facile. Donc, du coup, et les grands consommateurs des engrais ont gardé les stocks, les Chines. Donc, du coup, l'engrais n'était plus à la portée du paysan. Donc, c'est devenu 28 000, voire 27 000. Présentement, l'engrais sur le marché, c'est autour d'une moyenne de 25 000. Donc, jusque-là, ce n'est pas à la portée. Alors que lorsqu'il y avait la subvention, c'était de l'engrais qu'on avait entre 12 500. C'est parce qu'il y avait le soutien de l'État. Mais lorsqu'il y a eu la privatisation, il n'y a pas eu de soutien. L'État avait mis 4 milliards et quelques. Alors que quand vous prenez le Bénin, ils ont mis 100 milliards, le Burkina a mis 100 milliards. Donc vous comparez ce qui a été mis dans le secteur, dans les pays voisins qui sont d'ailleurs moins grands que le Niger, vous constatez aisément qu'est-ce qui fait que le prix a grimpé. Et même là, maintenant, c'est vrai qu'on a remis Caïman dans le dispositif. Notre souhait est que l'État soit derrière. Parce que quel que soit le cas de figure, que ce soit la privatisation ou que ce soit Caïman, s'il n'y a pas le budget conséquent, ça va être la même chose. Donc nous pensons que ça doit être une vraie préoccupation de l'État pour mettre à la disposition des producteurs, surtout que nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, surtout qu'on veut produire en masse. L'autre élément, c'est que nous avons le potentiel. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on n'est même pas pour qu'on nous fasse venir des engrais. On a le potentiel. Aujourd'hui, on a du gaz, on a du pétrole, on a du phosphate. Vous prenez Tawa ou prenez dans le parc W, les analyses montrent qu'il y a suffisamment d'engrais. Et il y a un pays, je vais le citer, d'ailleurs, le Maroc était disposé à nous faire l'analyse des sols pour voir de quel type d'engrais nous avons besoin ou quel sol a besoin de tel engrais ou de tel engrais. Donc, ils sont prêts à nous faire ces analyses de sol-là et ils sont prêts à nous aider à ce qu'on ait des industries, en tout cas des usines pour fabriquer des engrais. Donc, le Niger est capable de produire des engrais et jusqu'à même vendre de l'engrais. Donc, nous, on veut qu'on s'oriente vers ça que de vouloir faire venir de l'engrais. L'autre élément... Ça, c'est au niveau toujours. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le prix des denrées aussi n'a pas grimpé. Et ça continue à baisser. Ça aussi, ça a permis en tout cas aux producteurs, en tout cas de mener à bien la campagne. Aujourd'hui, en tout cas sur le marché, le sac de maïs coûte autour de 17 500, 18 500. Alors contrairement à l'année dernière où c'était autour de 25 000. Donc ça aussi, c'est quand même des avancées parce que là, on a maîtrisé le flux. Ça a permis en tout cas d'augmenter la chance de travail. Un autre élément qu'il faut prendre maintenant, c'est du côté de l'élevage. Allez-y, M. Bagnan. Voilà, du côté de l'élevage, ce qu'il faut reconnaître, comme il l'a dit, un peu partout, en tout cas, la tendance, elle est bonne. Parce que généralement, dès qu'il y a la pluie, au niveau du pâturage, généralement, ça se suit. Mais nous avons connu quelques zones, comme il l'a dit. Et quand vous prenez, par exemple, dans la zone d'Agadez, en dehors d'Arlit, il a cité, moi je suis venu de Timia il n'y a pas longtemps. Quand vous prenez entre Timia et Agadez, là aussi il y a quelques poches. Mais même ici, dans la région de Dosso, quand vous quittez entre Douti et Dosso, là aussi il y a quelques poches. De part et d'autre, il y a quelques poches où on pense que ces poches-là
bon, quand on prend globalement, ça ne peut pas impacter pour dire que le pâturage, on peut considérer. Mais on connaît aussi des difficultés. C'est l'accaparement. Parce que la plupart des zones pastorales continuent à subir des attaques. Vous prenez par exemple le cas de Bangui. Heureusement d'ailleurs que le ministère a pris les choses au sérieux, où ils ont dégagé une mission qui est partie, et avec la vigilance ou l'engagement de l'autorité sur place, le préfet, qui a pris une mesure pour dire, puisque la partie qui a été attaquée est reconnue comme une zone pastorale, et bien, ça doit être une zone pastorale. Mais contrairement à d'autres localités, ça n'a pas été le cas. C'est le cas de Tablak, ou c'est le cas sur la route de Torodi. D'accord. Monsieur Bagna, au vu de tout ce que vous avez dit, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les acteurs et éleveurs lors de cette campagne agricole? Vraiment, dans quel état d'esprit? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que véritablement... Parce que vous partez sur le terrain, vous l'avez dit, vous revenez de Timia, vous avez fait pratiquement beaucoup de localités. Non, il n'y a pas que ça. Il y a eu beaucoup... Non, ce qu'il faut reconnaître, c'est que véritablement, les producteurs aujourd'hui n'ont pas une grande difficulté en dehors de ce que j'ai dit, les questions d'engrais, où le prix est élevé, les questions d'accaparement de terre. Mais au point de vue, en tout cas, activité, ça se déroule normalement. Il faut reconnaître aussi qu'il y a eu quelques inondations, et il y a eu des grêles. Des grêles qui ont aussi connu... Voilà, il y a eu beaucoup de dégâts sur ce plan. Mais sinon, globalement, je peux dire que les gens se félicitent encore de la tenue, et en tout cas, considère que ce qui a été prévu est en train de se dérouler normalement. Et on pense qu'on aura une bonne campagne. D'accord. Avant de passer à l'autre question, de donner la parole, tout à l'heure, vous avez, en parlant de semis, vous avez dit à des gens qui ont semé depuis le mois d'avril. Or, pour dire la vérité, tout le monde sait que le mois d'avril, on ne peut pas parler de campagne, même s'il y a quelques premières pluies qui tombent. Et ça ne peut pas être le début de la campagne le mois d'avril. Et ma question, c'est que malgré les sensibilisations qu'on fait quotidiennement, les gens continuent à semer dès le mois d'avril. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau de la plateforme pour amener les gens quand même à changer de comportement? Parce que tout le monde sait qu'en avril, on ne peut pas quand même parler de campagne agricole, M. Bagna. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas changer de comportement par rapport à ce sujet-là? Parce que si les gens ont attendu que la pluie s'installe pour semer, on n'allait pas arriver à ce résultat. Monsieur Abdoulaye, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous sommes dans un pays sahélien. Et dans un pays sahélien, les aléas climatiques font qu'aujourd'hui, on a du mal à croire aux données qui sont produites. C'est-à-dire, c'est vrai que... Je vais vous donner juste un exemple. Oui, allez-y. Je me rappelle, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. La météo nous a dit, faites attention, il va y avoir beaucoup de pluie et évitez de cultiver dans les bas-fonds. Personnellement, mon bas-fond, je ne l'ai pas cultivé. Mais c'est les gens qui n'ont pas accepté, qui ont cultivé dans les bas-fonds, qui ont eu beaucoup de récoltes. Alors, donc, ça, c'est lié aux aléas climatiques. Je dis bien, c'est... Mais aujourd'hui, la météo... Oui, mais regardez aujourd'hui, les gens qui ont semé en avril, là, ils sont en train de récolter. Déjà. Vous prenez par exemple la zone de Gaïa, ils sont en train de récolter. Vous prenez une partie de Saï. Il y a beaucoup de zones aujourd'hui où les gens ont commencé déjà à récolter. Oui, on sait qu'il y a ces zones, comme vous l'avez dit, Gaïa, et les autres régions. Non, c'est-à-dire les zones sableuses peuvent tenir. Mais c'est-à-dire c'est les zones où on sait que c'est des zones rudes. Bon, en ce moment-là, là, ça ne peut pas tenir. Mais quand vous prenez tout le Dalol, vous prenez de Bumba jusqu'à Bonkoukou, au-delà même, s'ils sèment en avis, ça peut tenir. Ça peut tenir. On comprend maintenant oui, parce que les gens sont dans l'incertitude. Ils nous ont donné une date, mais on a semé combien de fois? Plusieurs fois. C'est pour cela que parfois, malgré notre croyance à la science, malgré tout, alors les gens continuent à croire que, attention, cette histoire-là, ça appartient à Dieu, c'est lui seul qui peut définir quand est-ce que... On est d'accord. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Merci, M. Bagna. On va avancer. Quels sont les moyens déployés par l'État pour assurer une bonne campagne agricole et même l'après-campagne pour cette année? Puisqu'on a vu, tout le monde les gens ont reconnu sur ce plateau que tout se passe très bien. Alors, quels sont les moyens qui étaient déployés? Parce que s'il n'y avait pas de moyens, peut-être on n'allait pas arriver à ce résultat. Bien sûr. Monsieur le docteur. Oui, merci, M. Abdoulaye, effectivement. Mais je vais revenir sur la préoccupation du président. D'accord. Parce qu'effectivement, si on fait un transec sud-nord, donc qui caractérise notre zonage agroécologique, effectivement, nous avons
le démarrage de la saison qui commence par le sud, par Gaïa. C'est là où on a l'entrée d'air humide. Donc effectivement, c'est pourquoi vous avez en général les premiers semis au courant du mois avril. Ouais, d'accord. Donc, mais en réalité, météorologiquement parlant ou agronomiquement parlant, quand on dit il y a eu semis, c'est vraiment après une pluie utile. Donc c'est ça qui, statistiquement, nous considérons. Mais toujours est-il que nous savons, au Niger, jusqu'ici, il y a la pratique paysanne qui est là, le semis à sec. Ouais. Et qui, peut-être ailleurs, c'est une pratique qui permet de gérer donc, le système de production. Parce que là, pour des familles qui n'ont pas beaucoup de main-d'œuvre, donc ils pensent que c'est une façon de un peu économiser et éviter le chevauchement des travaux pendant à une certaine période de culture. Donc, mais ça, si nous techniquement, c'est pas très conseillé parce qu'on a beaucoup plus de pertes. Il suffisait que vous fassiez les semis à sec et avec une pluie peut-être qui n'est pas très utile, vous perdez les semences. Ouais. Donc je crois que du coup vous perdez les semences, vous perdez votre énergie, le temps, tout ça. Donc je crois que c'est pourquoi il n'est pas très recommandé quand même d'aller dans cette pratique-là. Par rapport à la présence de l'État, l'État sera toujours là pour accompagner les producteurs parce que c'est une question de souveraineté et ça relève du rôle de l'État. Donc, et l'État va toujours accompagner donc, dans le cadre de la production et surtout particulièrement dans le contexte actuel où nous parlons de souveraineté alimentaire. Et je crois que là, ce n'est pas un vain mot. Donc, et tout à l'heure, le directeur général a parlé par rapport aux questions de mobilisation de l'eau et je crois qu'il y a un vaste programme qui est en train d'être déroulé et pour vraiment aller dans les deux campagnes de façon systématique. Avant, bon, on dit que oui, on essaie de scinder, bon, quand la saison pluviale est bonne, on néglige la culture. Tout à fait. Alors que maintenant, ce n'est plus le cas, c'est systématique, il faut préparer les deux campagnes donc de façon à se soutenir. Donc maintenant, par rapport au contexte actuel, il y a eu des moyens qui ont été mobilisés. Et donc pour un peu... L'État a jeté combien, pour avoir une idée? Combien l'État a mis pour cette campagne agricole 2025? Oui, là, je peux dire, voilà ce qui a été injecté directement, c'est un peu difficile. D'accord. Parce qu'il y a des aspects en nature, il y a des aspects en ressources humaines. Donc, c'est difficile de dire, voilà, l'enveloppe en tant que telle. Mais ce qui est sûr, il y a eu des appuis en intrants de façon conséquente. Et quand on dit intrants, c'est les semences, c'est les engrais, c'est les pesticides pour la protection phytosanitaire. Et maintenant, c'est la formation, le renforcement des capacités donc des cadres, des agents terrain et encore le renforcement des capacités effectivement des producteurs par rapport à certaines techniques et technologies aussi pour mieux produire. Donc sinon actuellement si nous devons parler de la situation de la campagne, là nous tendons vers la fin comme certains l'ont dit, vers la fin août et en général nous essayons de faire donc une évaluation. Donc pour voir en termes, parce qu'il y a eu une première évaluation à mi-parcours en fin juillet, maintenant il faut confirmer en fin août pour voir les tendances. Et là, si nous prenons la situation à mi-août, donc actuellement nous avons des stades phénologiques des cultures donc qui tournent de la levée avancée à la grainaison maturité. Et là, si nous prenons en général, nous avons une proportion de près de 28% qui tournent autour de donc, floraison et piaison, ce qui veut dire que déjà avec ce que la météo avait communiqué pour un peu l'arrêt donc tardif de la saison, je crois que donc on peut espérer quand même que le bouclage sera effectif des cultures qui sont en végétation. D'accord. Maintenant, bon, peut-être l'autre aspect, c'est la question phytosanitaire. Donc qui, bon, et là, nous devons veiller, parce qu'actuellement, nous sommes à un niveau d'infestation, des attaques, des pressions donc, parasitaires, et qui, quand même, il y a des efforts qui sont en train d'être déployés de façon à contenir, quand même, parce que le paysan ne doit pas perdre.
Ah oui, bien sûr. Parce qu'on a passé pratiquement 2 mois et demi de rue de labeur. Il faut bien quand même sécuriser sa production de façon à mieux récolter. Peut-être l'autre aspect, c'est un peu les phénomènes exceptionnels qu'on a connus cette année, les grêles. Parce que tout à l'heure, le président l'avait parlé. Oui, bien sûr. Et en général, même dans les analyses météorologiques, c'est des choses qui sont négligées. Mais cette année, quand même, on a connu ces situations exceptionnelles et qui s'est abattu sur des... Le directeur de la météo était assis là où vous étiez assis. Il a expliqué donc là, nous, c'est par rapport à un peu la situation qui a été pratiquement irréversible sur les cultures. Parce que c'est quand même des cultures qui sont à montaison, pratiquement épiaison, et qui s'est abattu. Donc c'est un stade irréversible. Et qui, malheureusement, donc c'était quand même... à hauteur de pratiquement 4000 hectares qui étaient affectés. Et je crois que ça, c'est des situations quand même qui n'est pas négligeable. Et qui, donc actuellement, donc, il y a l'évaluation qui est en cours encore. Parce que suivant les régions, il y a eu ces phénomènes qui ont été enregistrés donc, au niveau national. Et là, pour question de pronostic, à quoi on s'attend? Donc, suivant nos analyses, donc là, parce que là, on a deux scénarios qui sont établis. Si, par exemple, on se donne l'échéance au 15 septembre, si la pluie s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, et là, actuellement, suivant les analyses, suivant les stades phénologiques actuels et les efforts qui sont en train d'être faits en termes de protection phytosanitaire, donc là, nous serons quand même à un niveau de production à hauteur de près de 70% de production moyenne à bonne. Et maintenant, si jamais la pluie va jusqu'en fin septembre, donc là, on aura une production donc, qui sera beaucoup plus conséquente par rapport à la situation où on aura observé à mi-septembre de cette année. Parce que là, on aura pour le premier scénario peut-être une production nulle à hauteur de 4%, mais avec l'autre scénario, c'est une production donc nulle à hauteur de moins de 2%. Donc, ce qui veut dire que vraiment, ça permettrait de mieux quand même produire. Et aussi, en fait, il y avait le souci peut-être là, le docteur va en parler sur le plan pastoral, mais il y a le sous-produit agricole qui soutient. Donc, et je crois qu'il y a toujours des échanges donc, sur le plan national par rapport à ces sous-produits donc, agricoles qui sont valorisés donc, tant pour le secteur animal que d'autres aspects donc, de production. Voilà ce que je peux dire. Merci. Avant peut-être de donner la parole au DG, puisque Banya a dit tout à l'heure, parlant des intrants, on continue toujours à donner des marchés à des gens qui livrent des semences qui ne sont pas adaptées. Alors comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, comme hier, on continue à donner des marchés à des gens pour amener des semences qui ne marchent pas? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Bien. Donc là, la question semencière, a priori, il n'y a pas de problème. Pour la simple raison qu'au Niger, au moins, on a la filière semencière est réglementée. Maintenant, par rapport à la question de transaction, et je crois que la solution, je me dis que dès lors que maintenant la CAIMA a toute la responsabilité de gérer, je crois que la question ne va plus se poser et que nos entreprises ou les commerçants qui auront les marchés fourniront forcément donc des semences de qualité. Et dès lors qu'on a chaque année un annuaire qui est là et qui atteste que c'est des semences qui sont certifiées et qui devaient être donc mises à la disposition des utilisateurs sans problème. Merci. Merci. Oui, monsieur DG, qu'est-ce que vous ajoutez sur les moyens déployés par l'État pour assurer une bonne campagne agricole pour cette année? Merci. En termes de moyens, il faut dire qu'effectivement, c'est un peu difficile de quantifier. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les moyens qui sont mis à la disposition, ils sont de plusieurs types. Il y a des appuis par des partenaires et il y a des projets qui sont sous tutelle, qui sont des crédits que l'État a pris. Et ça, là, ça fait partie aussi des moyens de l'État. Et maintenant, il y a aussi les moyens propres que l'État a mis à la disposition. Mais moi, je vais parler en termes de qu'est-ce qu'on a fait
avec les moyens qu'on a eus pour pouvoir aborder la campagne. Vous savez, il y a avant le démarrage de la campagne, il y a ce qu'on appelle la période de soudure. Donc, à ce moment-là, il faut préparer à ce que les éleveurs puissent passer cette période-là qui est très difficile pour aborder mieux la campagne. Donc, il s'agissait là de mettre à la disposition des éleveurs des aliments de bétail, surtout pendant la période du mois de mai-juin, parce que c'est la période qui est la plus critique, où le pâturage n'existe plus et que s'il y en a, les aliments de bétail coûtent très cher sur le marché. Donc l'État subventionne ces aliments de bétail qu'on vend à des prix modérés. Donc cette année, on a environ donné jusqu'à 3900 tonnes d'aliments de bétail à travers tous les pays là pour soutenir les éleveurs. En dehors de ça, il y a aussi les éleveurs eux-mêmes. Vous savez, quand on dit soudure, la soudure ne se limite pas seulement au niveau des animaux, même les éleveurs aussi. Ah, mais bien sûr. Ils essaient de vendre leur cheptel pour pouvoir vraiment subvenir à certaines. C'est une stratégie. Il va falloir reconstituer ce facteur productif. Donc, il y a des kits qu'on a donnés à des gens qui sont dans des zones qui ont connu des déficits. Des déficits ou bien dans les zones où vraiment le pâturage n'était pas là et les animaux ont disparu. Donc, il faut reconstituer ce cheptel. Ensuite, en dehors de ça, il y a aussi la question de l'eau. Donc, il s'agit aussi, durant cette campagne-là, on a vu tout à l'heure, on dit que c'est au niveau des mares que les gens... Mais il y a des régions où il n'y a pas ces mares. Et donc, il va falloir qu'il y ait des points d'eau. Et donc, l'État aussi a essayé de réhabiliter les points d'eau qui sont dégradés ou bien qui sont tombés en panne. Et il y a aussi la construction de nouveaux points d'eau. Et c'est ainsi que cette année, il y a eu réalisation de 20 puits pastoraux. 20 puits pastoraux, il y a eu 17 puits qui ont été réhabilités. Il y a une station de pompage qui a été aussi réalisée et 9 stations de pompage ont été réhabilitées. Et ça, c'est pour vraiment soutenir les éleveurs dans leur effort de... Et il y a aussi, vous savez, à des périodes, à l'entrée de la saison, on rencontre des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs par rapport à l'accès à certaines ressources. Et donc, l'État aussi met des moyens pour qu'on puisse dégager les couleurs de passage, pour un peu quand même chacun reconnaisse là où se trouve sa limite pour éviter quand même réduire ces conflits qui sont trop récurrents. Et il y a aussi l'installation des banques d'aliments de bétail au niveau des zones qui sont un peu reculées, donc pour rapprocher l'éleveur des aliments de bétail. On a aussi ce qu'on appelle la récupération des terres dégradées pour un peu booster le couvert végétal. Et c'est dans ce cadre-là où il y a eu dans les 1260 hectares qui ont été récupérés. Et en dehors de ça aussi, l'État a financé, à travers les projets, l'initiative de faire des cultures fourragères. Parce que c'est une bonne alternative. Nous avons vu que sur chaque 5 ans, on a 2 à 3 années de déficit fourragère. Il faut chercher des alternatives. Et c'est par rapport à ça, on a dit, OK, donc il va falloir quand même mobiliser les eaux de surface, les eaux souterraines pour faire la culture fourragère et augmenter un peu le bilan de notre production fourragère. C'est ainsi qu'actuellement, au niveau des centres d'implication de bétail, parce qu'il est là où on maîtrise bien, et tout à l'heure, mon frère Banya a parlé de l'accaparement des terres. Effectivement, ces genres de cultures, on ne peut pas les faire un peu partout. Il faut les faire dans là où on maîtrise. Et donc, nous, on a plus de maîtrise dans les centres d'implication qui sont des espaces protégés. Et là, avec le projet PRAPS, on est en train de conduire ces cultures fourragères une sorte de manière pilote pour voir à quel moment on peut vraiment l'étendre. Et c'est dans ce cadre à 515 hectares sont en train d'être... Et on est en train de faire les cultures fourragères dans ces zones. Donc vraiment, par rapport à la vaccination, l'État a soutenu la campagne de vaccination qui est annuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est gratuite. Et donc c'est des milliers de doses de vaccins que l'État met à la disposition des éleveurs et on vaccine leur cheptel pour le protéger. Donc c'est aussi une somme importante avec l'appui des partenaires et aussi les fonds propres de l'État pour mener ces campagnes-là. Donc voilà en gros les différents domaines où l'État... Ah oui, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Merci beaucoup, merci. Monsieur Chebou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les moyens que l'État a déployés pour cette campagne? Oui, ok. Notamment quand il y a ce programme de la grande irrigation. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à une seule saison, c'est 2 saisons. Or avant, on attend toujours que la pluie encore revienne. Je crois que M. Ousmane l'a dit, c'est-à-dire à l'époque, effectivement,
à la fin de chaque campagne agricole d'hivernage, on regarde d'abord si la campagne est bonne. Là, en ce moment, c'est bon, on néglige l'autre aspect. Maintenant, si la campagne est mauvaise, c'est à ce moment qu'on cherche maintenant à ficeler le petit programme. Mais à l'heure actuelle, à partir en tout cas d'un certain temps, nous sommes dans une dynamique que la campagne... Depuis quand exactement? Depuis, en tout cas, le 26, depuis l'arrivée du CNSP. Voilà, il faut être précis. Depuis l'arrivée du CNSP. Voilà, le 26. Chaque campagne, quelle qu'en soit l'issue de la campagne, il y a immédiatement un programme de culture irriguée qui est là, et immédiatement qui est mis en place. Et d'ailleurs, Banya tout à l'heure disait que cette année, vraiment, les producteurs n'ont pas souffert. Ça, il l'a dit. Oui, mais ça ne vient pas de rien. Quand vous prenez, à partir des événements du 26 juillet, nous avons connu les sanctions, tout le monde l'a sûr, on ne va pas oublier. Et de la même année, si vous vous rappelez, la campagne était déficitaire. Près de 39% des villages étaient complètement déficitaires. Donc c'était très dur, très difficile. Mais à partir de ce moment, le chef de l'État, en tout cas, il y a eu l'initiative de faire ce programme grande irrigation qui a vraiment permis, en tout cas, qui a d'abord pour objectif, parce qu'il a un objectif, 2024-2025. Son objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir réaliser 21 200 hectares de nouvelles terres en termes d'aménagement hydro-agricole. Vous savez, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 18 500. 18 500 qui ont été réalisés. Et dans les 18 500, la plupart, vraiment, c'est délabré. Vraiment, vous ne pouvez pas produire convenablement avec un rendement. Il faut les réhabiliter. Donc, dans les 18 500, l'objectif du programme, c'est de réhabiliter 10 000 dans les 18 500 pour vraiment les rendre opérationnels. Et puis maintenant, il y a les 21 200 hectares qui sont des nouveaux aménagements. Quand vous faites le cumul à la fin du programme, donc vous aurez globalement 39 700 hectares d'aménagement hydro-agricole où on peut vraiment produire du riz, du maïs et tout ce que vous voulez, en tout cas en termes de céréales. Ça permet vraiment de réduire significativement l'importation de ces céréales au Niger. Et actuellement, je crois que tout le monde l'a suivi, en termes de résultats, il y a eu vraiment énormément de choses. Nous avons vu ici à Niamey-Sagia, quand vous partez, maintenant ils sont à repiquage. Le périmètre a été complètement rénové. Vous avez à Maradi, à Jambali, vous avez la même chose. Vous avez à Kassama, vous avez à Difa, chose au niveau de CEDEA. Vous avez ici à Moulela au niveau de... On a visité. Vous avez visité tout ça là. Donc vous voyez, c'est vraiment des moyens colossaux que vraiment l'État a mis à la disposition vraiment de l'ONAHA, du ministère de l'Agriculture globalement, pour vraiment essayer de rénover ces périmètres. Mais ça, c'est du côté de réhabilitation. Mais il y a des nouveaux aménagements également qui sont prévus, que l'ONAHA aussi est en train de se déployer. Ils l'ont commencé dans la région de Difa, et dans la région d'Agadez. Donc ils ont commencé à réaliser des nouveaux aménagements, parce que ça fait, je vous ai dit, 21 200. Déjà, les sites ont été identifiés. 400 hectares par région, c'est ça? 400, non? Bon, 400, il y a deux phases. Il y a 2024 et 2025. 2024, c'est 400 hectares par région, Agadez, Zander, ainsi de suite. Maintenant, la 2025, vous avez 1200 hectares à Tilaberi et 800 hectares à Dosso, et la région de Niamey qui a 200 hectares. Donc quand on fait le cumul globalement, vraiment, si à la fin du programme, donc vraiment c'est une quantité énorme qui sera mise en valeur et dont on pense que vraiment ça peut donner tache d'huile vraiment de l'alimentation vraiment du Nigérien. Et actuellement vraiment nous sommes là-dessus, nous sommes très engagés là-dessus, tout le ministère est très engagé sur cet aspect-là. D'accord, merci. C'est bon? Il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Allez-y. Non, ce que je voulais ajouter encore, c'est par rapport à la mobilisation des eaux. Lui, il a déjà bien dit. Sûr. Voilà. Je crois que ce programme, en dehors de l'impact lui-même en tant que tel qu'il a donné, il y a aussi l'engouement de la population. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones où ils n'ont pas bénéficié de manière directe du programme, mais c'est eux-mêmes qui ont fait l'initiative de produire eux-mêmes le riz hors aménagement, de faire d'autres productions, et ça a vraiment contribué vraiment à réduire vraiment l'importation du riz au Niger. Quand vous prenez au niveau de la zone de Gaïa, la digue Gatawani, à partir de Gaïa, Gatawani, Dolé,
près de 32 km. Il a suffi tout simplement de la réhabiliter, la remettre, empêcher l'eau du fleuve de rentrer. Comme le riz qui a été produit dans cette zone, vraiment, c'est vraiment énorme. Et c'est en aménagement, c'est pas en aménagement. Déjà, donc c'est pour vous dire que il y a vraiment de l'engouement de la population. Les gens, la population vraiment elle-même, elle demande, elle fait des demandes. C'est le cas de cette dont je vous ai parlé. Ça, on l'a vu à l'occasion des visites de terrain qu'on a effectuées. Voilà l'eau qui a été retenue. Maintenant, quand vous retournez en décembre, pendant la saison de choses, vous allez, ça va être vraiment, c'est impeccable, c'est grandiose. Ça, on verra, parce que c'est l'autre défi que vous allez, au niveau du général, relever. Oui, bien sûr. On ne peut plus accepter que toute cette quantité d'eau qui tombe parte comme ça, au bout de quelques mois, juste après la saison de pluie, c'est pas normal. On l'a dit ici dans le premier débat. Oui, tout à fait. On l'a fait, j'étais même ici. Voilà. Cette quantité d'eau, on est en train de, en tout cas, avec les projets qui sont en place, parce qu'on a une panoplie de la saison, c'est dans quelques semaines. On a dit tout au plus fin septembre ou le mois d'octobre. Oui, mais il y a des ouvrages, c'est ça. Il y a des ouvrages déjà qui sont en chantier, qui sont déjà en train d'être réalisés dans certaines régions d'Ottawa, de Zander. D'accord, pour retenir cette eau. Pour retenir l'eau. Et il y a d'autres ouvrages qui sont en réhabilitation, puisque, comme vous l'avez dit... Et ça sera fait avant la fin de la saison de pluie ou pas? Ça sera fait avant la saison de la pluie. C'est sûr? Puisque maintenant, au moment de la... Ça sera fait avant la saison de la pluie, puisque l'essentiel a été fait. L'essentiel de ces travaux ont été faits. Donc, il reste tout simplement à finaliser. Donc, d'ici fin septembre, on va finaliser. Donc, on ira sur le terrain vérifier? Il n'y a pas de problème. On vous invite à vérifier. Ah oui, on préfère toujours vérifier si ce qu'on a dit sur le plateau, c'est vrai ou pas. Non, il n'y a pas de souci. Le ministère est prêt à vous accueillir, en tout cas, pour aller. Merci beaucoup. Merci. Oui, Abdou Amadou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les moyens déployés par l'État, notamment en ce qui concerne cette question d'engrais, qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, parce que sans engrais, on ne peut pas parler de production. Merci Abdoulaye. Donc, vraiment, quand on lit un peu, on écoute les terres qui sont en train d'être aménagées par les génies ruraux et les terres déjà qui sont existantes. C'est ça. Vous comprendrez, au vu des missions de la CEMA, qui était d'assurer l'approvisionnement régulier en intrants et matériel agricole du pays, en qualité, en quantité et à un prix abordable. Vous mesurez le poids de la mission. Bien sûr. Mais malgré, la CEMA est en train de se battre pour répondre à ces missions-là. Donc, tout à l'heure, le président a évoqué le problème des semences. Heureusement que notre collègue a dit que maintenant que les semences sont avec la CEMA, effectivement, pour la campagne 2025, la CEMA a acquis des semences qu'elle a mis en vente au niveau auprès des producteurs. C'est des semences de mil et de nébé. Et voyez-vous que, puisque nous sommes appelés à vendre à un prix abordable, au moment où les privés vendaient à 1000 francs les kilos de mil, la CEMA le vendait à 400 francs. 400 francs, d'accord. Pour les nébés, c'est à 1200 le kilo, je crois, ou au-delà. Mais la CEMA l'a mis sur les marchés à 500 francs. 500, tout à fait. Donc tout cela, c'est pour répondre à cette préoccupation. Donc au-delà, la CEMA, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons reçu l'approbation de notre budget en juin. En juin, oui, bien sûr. En juin et juin déjà, la campagne a commencé, il y a déjà qu'on s'est mis. Et en ce moment-là, on a activé les processus d'acquisition de ces matériels pour pouvoir rattraper ne serait-ce que la campagne irriguée. Puisque tout à fait. On dit que la campagne agricole, ce n'est pas seulement la campagne, la saison pluvieuse et la campagne irriguée. Et nous avons engagé en ce moment 35 000 tonnes d'engrais. D'accord. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Ça a passé. Pour la campagne irriguée. Pour la campagne, c'est pour la campagne en général, mais puisque c'est venu. Bien sûr, en retard, on est d'accord. La campagne irriguée maintenant. Donc ces stocks-là, on a déjà notifié aux fournisseurs. Les trucs et les marchés sont en train de s'activer pour fournir ça. Autre chose, toujours dans les efforts de l'État, dans le cas des intrants. Il y a aussi un projet, un partenaire qui est là en train d'accompagner le ministère de l'Agriculture avec 15 000 tonnes d'engrais. Et je crois que la livraison doit être en cours, parce que les camions doivent être à la porte du Niger. Et mieux, par rapport à la mécanisation, puisqu'on parle de la souveraineté alimentaire,
Moi, je crois qu'on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire tant qu'on reste toujours dans les carcans de l'agriculture traditionnelle. Qu'on a connue, donc, c'est pourquoi la modernisation de l'agriculture doit passer effectivement à travers la mécanisation. C'est exact. Et là, c'est un autre volet que le ministre de l'Agriculture nous a toujours insisté auprès de la CEMA. Vous êtes où chaque jour nous sommes talonnés par M. le ministre par rapport à qu'est-ce que nous avons prévu. Donc, par rapport à la mécanisation agricole également, la CEMA a engagé un processus d'acquisition des tracteurs, des motoculteurs, des motopompes et des pistes de rechange, parce que là aussi c'est un autre débat, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir les tracteurs, mais il faut les services après-vente, notamment les pistes de rechange. Donc tous ces processus sont engagés, les marchés sont vraiment en cours. Maintenant, pour revenir un peu sur la qualité, tout à l'heure j'ai dit parmi les missions à nous à signer, on a parlé de la qualité. De la qualité. Donc, effectivement, par rapport à la question, l'inquiétude du président qui a dit que les semences qui ont été placées sont de mauvaise qualité. Et c'est ce qui a fait que nous, à la CEMA, quand on a lancé notre processus d'acquisition des semences, nous avons été rigoureux parce que nous sommes convaincus qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a une direction spécialisée pour le contrôle et la certification de ces semences. Donc, tout fournisseur qui soumissionne au marché de la CEMA pour acquisition des semences doit être contrôlé par cette direction-là, afin que nous puissions mettre à la disposition du producteur des semences de qualité. Et c'est ces processus-là que nous avons suivis et que nous comptons suivre. Et c'est pour cela, dans la réforme que nous sommes en train d'engager, nous comptons non seulement améliorer la manière d'acquérir pour les intrants et matériels agricoles, mais mieux encore, de renforcer les capacités, que ce soit en matériel ou même en capacité, le renforcement des capacités des équipes qui sont chargées de faire ces contrôles-là, que ce soit des semences et même des engrais. Parce que pour les engrais, j'ai souligné tout à l'heure que la CEMA avait doté l'INRA d'une machine de contrôle des qualités des engrais pour s'assurer que les engrais qui sont vendus sont des engrais de qualité. Donc, pour revenir toujours par rapport au prix, tout à l'heure, le président Bagna a évoqué un point qui est très intéressant. C'est celui-ci des importations. Puisque, quand vous voyez, depuis 1978, j'ai dit la CA a été créée, mais jusqu'à aujourd'hui, on importe. On ne fait qu'importer. Au lieu de produire sur place. On est de produire sur place. Et c'est possible de produire sur place. C'est pour cela que dans le contrat programme que la CEMA a initié et qui est en train d'être finalisé, qui est un contrat d'engagement entre le ministère, entre l'État et la CEMA elle-même, nous avons donné à ce contrat programme une vision, celle de réduire au maximum les importations. Et c'est ça qui va nous éviter au Niger la fuite des capitaux. Quand vous voyez, les engrais, les matériels agricoles, c'est des milliards. Tout à fait. Mais on peut, si l'État produisait... La preuve, c'est devenu un marché juteux qu'on a failli mettre carrément sous les cales à cause de ça, puisqu'on a privatisé cette société pour donner à des privés. Et on sait comment ça se passe. On sait qui sont ces privés et qu'est-ce qu'il y a dessus. C'est pour cela que la CEMA envisage... dans les au maximum, parce que notre contrat programme, c'est le 2026-2028. Donc, dans ces 3 ans, la CEMA est engagée à faire tout pour que le Niger ait au moins sa propre usine de production d'engrais. Parce que vous constaterez qu'autour du Niger, il n'y a que le Niger qui n'a pas une usine de production d'engrais. Tous les autres, non. Tous les pays qui sont autour de nous, s'ils n'ont pas une usine, ils ont une unité au moins de mixage d'engrais. Ça, c'est deuxièmement. Il n'y a qu'au Niger aussi autour de nous où on n'a pas une unité d'assemblage et de montage des tracteurs. J'allais en venir à ça pour savoir, puisqu'ils le font aussi. Donc, vous voyez, de commander ces tracteurs alors qu'on pouvait créer, donc vous voyez que chaque année, on ne fait que des importations. Alors que nous avons les moyens qu'on investit pour faire des importations. Peut-être il suffisait tout simplement que l'État, en collaboration avec ses partenaires, qu'on puisse se mettre en synergie. Évidemment avec les secteurs privés nigériens pour qu'on installe nos propres... On peut espérer avec les réformes engagées au niveau de Caïman que bientôt que tout ce problème soit réglé, et des engrais et Inch'Allah, c'est ça je dis, c'est un programme que nous avons inscrit dans notre contrat programme 2026-2028. Et pour ce faire, bien sûr, le président a dit qu'il faut l'accompagnement de l'État et ses partenaires. Parce que c'est des choses qui demandent des moyens, bien sûr. Mais c'est ça notre vision. Et nous estimons que c'est ça la solution. Très bien. Merci. On va suivre ça aussi, pour voir si on ne va pas à nouveau encore donner le marché à quelqu'un d'autre, comme on l'a vu il y a quelques années. Merci.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez rapidement dire sur ce... Vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Oui, j'ai écouté, mais bon, moi, ce qui me dérange, c'est que, parfois, on ne veut pas aller à l'essentiel. On ne veut pas aller à l'essentiel. Oui, c'est-à-dire quand vous prenez, par exemple, les moyens dont ils ont besoin, les ressources humaines aujourd'hui. Moi, j'étais à Timia. Il y a un seul agent d'agriculture. Sur le terrain. Sur le terrain, pour couvrir une commune. Pour couvrir combien de personnes? Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des agents sont presque à la retraite. Le premier problème qu'il faut poser, c'est qu'il faut qu'il y ait un recrutement. Si vous voulez véritablement aller vers la souveraineté alimentaire, vous ne pouvez pas aller vers la souveraineté alimentaire s'il n'y a pas d'encadrement. Et il n'y a pas d'encadrement s'il n'y a pas d'agent. Donc je pense qu'il faut être aussi, il faut le dire. Même si vous êtes de l'État, mais c'est un problème, il faut le dire à l'État. On est là pour ça. Donc, je pense aujourd'hui, le problème de recrutement est un vrai problème. D'accord. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est par rapport aux semences. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que qu'est-ce qui fait que parfois les marchés, c'est la passation des marchés. Ça prend énormément de temps. Les réformes doivent concerner aussi la passation des marchés. Vous êtes sur le système des bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds qui demandent tellement de papiers. Pour avoir un marché, on te demande même les papiers de ton arrière-grand-père. Mais ce n'est pas possible. Donc, la réforme, les refondations que vous êtes en train de faire, il faut absolument revoir les mesures de passation de marché. Ça, c'est un problème que vous vivez. Aujourd'hui, la plupart des projets, celui qui gère le projet, il n'est pas là. Il est ailleurs. Il l'appelle TTL, c'est un mot, TTL ou je ne sais quoi. Il est ailleurs. Le comité de pilotage se réunit. Le comité d'orientation se réunit. Le conseil des ministres se réunit. Mais il faut qu'il donne son OK. Et c'est l'argent du pays. Et l'autre problème, c'est que la plupart des projets portent le nom du bailleur de fonds et pas le nom de l'État. Alors que c'est l'État du Niger qui a l'argent. Nous payons l'argent. Mais c'est toujours le projet de telle banque, de tel machin, alors que ce n'est plus son argent. Donc ça c'est l'autre problème. Un des problèmes aussi qu'ils n'ont pas évoqué, c'est les budgets. Les budgets doivent être conséquents. Vous voyez, maintenant, ils ont tourné en rond. C'est qu'ils ne voulaient pas dire le budget. Ils n'ont qu'à dire. Oui, mais oui, c'est des directeurs, ils doivent savoir le budget. Combien on a alloué. Combien on a alloué, ils le savent. Les rencontres qu'on a eues au niveau international, on avait demandé, l'Union africaine avait demandé de mettre un certain pourcentage pour le secteur agricole. Ce pourcentage-là, ce n'est pas tous les pays. C'est vrai que je me réjouis que le Niger fait partie quand même des pays qui avaient atteint ce niveau à un moment. À un moment, je dis bien. Et maintenant, heureusement d'ailleurs, que les gens ont compris. Je crois que la fermeture de la frontière est une bonne leçon pour le Niger. Au moment où nous nous battions pour dire qu'il faut aller vers la souveraineté alimentaire, parce qu'on savait ce qu'il y avait derrière la souveraineté alimentaire. Ce qu'il y avait derrière la souveraineté alimentaire, c'est de produire suffisamment ce que nous allons manger. Et on avait les moyens. Vous prenez aujourd'hui, le Niger a le pétrole. Mettons un pourcentage sur les ressources du pétrole pour dire ça, c'est pour financer l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, l'élevage, la pêche, tout. Vous prenez l'uranium, vous prenez un pourcentage, vous dites ça. Vous prenez les téléphonies aujourd'hui, toutes ces sociétés-là, on met, parce qu'il n'y a aucune société, s'il n'y a pas la souveraineté alimentaire, qui ne va pas sombrer. Donc on met des fonds, ils se posent. Si aujourd'hui, au niveau de la CAIMA, il y a un fonds spécial pour les engrais ou pour les semences, des fonds, on constitue ces fonds. De la même manière, aujourd'hui, on est en train de faire le fonds de solidarité. On fait un fonds spécial, on l'aborde, on met assez de ressources et on dit, tournez avec ce fonds-là, avec le contrôle de l'État et le contrôle citoyen. Parce que le gros problème, même maintenant, si vous ne faites pas attention, vous risquez de tomber sur le... C'est-à-dire, vous voulez gérer entre vous sans les acteurs. Ça ne marchera pas, on reviendra. On est prêt pour que l'État ramène la CAIMA, on est prêt, on est solidaire avec vous. Mais si vous continuez encore à fonctionner de la même manière qu'auparavant, on va revenir, on va dire que ce n'est pas comme ça. Je vous dis juste les éléments. L'autre, quand vous prenez par exemple l'aliment bétail, docteur, le gros problème c'est que vous amenez l'aliment bétail en août. Mais en août, les éleveurs n'en ont plus besoin. Et là aussi, c'est le problème de passation de marché. Il faut faire 6 mois ou même plus avant qu'on donne à l'opérateur le marché. Et l'opérateur est obligé d'aller chercher, et doutant
de quand est-ce qu'on va le payer, il va traîner. Mais bien sûr, bien sûr. Et sans oublier les autres éléments que tout le monde connaît. Donc c'est pour cela que moi je pense, si aujourd'hui nous voulons aller vers la souveraineté alimentaire, ils ont parlé des programmes, c'est très bien, il faut faire des programmes et des programmes cohérents avec le personnel adéquat, les moyens qui permettent de mettre en œuvre cette politique-là. Sinon, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Bien dit. Et l'autre aussi, c'est le contrôle citoyen. Bien sûr. Vous vous rappelez, Kounché, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il rentre dans l'eau. Tout à fait. Il tourne. Chaque année, il fait le tour pour aller se rendre compte. Et si le président lui-même, il rentre dans l'eau, ce n'est pas le ministre qui va dire qu'il ne va pas rentrer. Et si le ministre rentre, quel est le directeur qui va dire, puisque le ministre est rentré et que lui ne va pas rentrer? S'il n'y a pas de contrôle, je ne pense pas qu'on puisse avoir des résultats. L'ambition, en tout cas, les idées, en tout cas, des membres du CNSP, en tout cas, sont à saluer. Mais ça mérite encore un suivi régulier, ça mérite des sanctions au besoin, ça mérite aussi que la population aussi accompagne. Parce qu'il ne suffit pas seulement que... Nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous-mêmes, on sait qu'on est fautif. Parce que nous attendons toujours qu'on nous amène des dons, des aides. Et ça, ce n'est plus possible. Au moment où nous disons que nous voulons prendre notre liberté, et nous devrons aussi nous assumer. Parce que ça a aussi des conséquences. Il faut que chacun puisse se mouiller, il faut que chacun puisse jouer la partition. C'est bien dit. Et le message est passé. C'est bien dit, M. Bagna. Là, on a pratiquement fait le tour de la question. On va aller à la dernière. Vous allez réagir. Vous allez profiter, puisque maintenant, passez votre message au sein du monde rural sur l'utilisation des produits de la récolte et cette campagne agricole. Voilà, et à l'État aussi. Rapidement. Oui, voilà. Donc, mais quand même, je reviens un peu... en fait, je comprends le cri du cœur du président. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a des aspects ou des textes que nous avons hérités. Tout à fait. Et qui constituent des carcans dans la mise en œuvre. Donc, vraiment, de nos activités. Vous avez souligné ce cas-ci aux autorités? Oui, bien sûr. Donc, c'est des... S'il y a un blocage, il faut dire de quoi il s'agit pour que les gens trouvent des solutions. Voyez-vous, M. Abdoulaye, la campagne agricole, normalement, se prépare déjà entre janvier, février, mars. Pour disponibiliser les intrants à temps. C'est ça. Donc, et si jamais on rentre dans le processus de passation de marché qui prend un temps fou, donc déjà, c'est en fait ça qui amène deux fois ces décalages, ces retards dans la mise en place. Oui. Et là, je me dis que l'État aussi, ne peut pas réagir de façon comme ça au hasard. Donc, c'est des discussions qui sont en train d'être menées de façon à mieux gérer ces aspects. Parce que l'agriculture, c'est là où c'est un peu compliqué. La plante est sur place, on ne la déplace pas. C'est à ce niveau-là qu'il faut réunir les éléments nécessaires de façon à ce qu'elle donne son potentiel. Donc maintenant, par rapport à... Il a évoqué quand même 2 ou 3 aspects. L'encadrement. L'encadrement, effectivement, tout le monde est conscient. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le ratio d'encadrement, il tourne autour d'un agent, peut-être c'est 50, 50, 60 villages. Alors que, bon, la norme, même si, en tout cas, qui est utilisée en général, c'est un agent pour 10 villages. Donc là, c'est des dispositions. Il y a eu des propositions par rapport à ça, de façon, effectivement, avec la question de souveraineté alimentaire, avec la question de programme de grande irrigation, il faut qu'il y ait un encadrement rapproché, donc assez étoffé, de façon vraiment à atteindre l'objectif. L'autre aspect, donc j'ai un peu effleuré la question de réforme des textes sur les passations de marché. Je crois que ça, c'est nécessaire. Et ça, c'est un autre niveau. On peut monsieur le docteur, on peut penser, peut-être que, puisque cette campagne c'est déjà presque terminée, on peut penser avant la prochaine campagne que tout sera mis en œuvre par rapport à ces textes. Oui, mais c'est Abdoulaye. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, je peux vous dire. En tout cas, c'était dans le mois passé, on a eu une réunion de discussion au ministère des Finances. Et on a relevé que, par exemple, nous, le ministère des Finances, les financiers, eux, ils ont une année budgétaire qui commence en janvier. Et nous avons dit que nous avons notre année agricole aussi qui a sa période de démarrage. Et ce qui veut dire que si nous devons préparer cette campagne-là, ça veut dire qu'au premier trimestre de l'année-là, nous devons avoir les ressources nécessaires de façon à se projeter pour mieux gérer la campagne. Donc ça, vraiment, on a échangé. Le problème, c'est les finances alors.
Oui, le problème, en fait, ça peut s'expliquer aussi compte tenu de la pression que le pays est en train de subir actuellement. Donc, je crois que nous devons gérer et prioriser par rapport au contexte actuel pour voir ce qui est possible de faire. Voilà, et maintenant, être résilient, comme tout le monde l'a dit, de façon à mieux gérer et espérer quand même un lendemain beaucoup plus meilleur. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a établi que oui, voilà, donc si jamais la pluie observe comme une fin tardive, on sera à un niveau de production de moyenne à bonne à peu près 95%. Mais quel va être le devenir de cette production? Effectivement, donc en général, on constate le bradage qui se déroule. Ce qui n'est pas normal. Et je crois que là, il y aura un effort de synergie entre les ministères sectoriels concernés, donc notamment l'agriculture, le commerce et les organisations paysannes, de façon vraiment à asseoir un dispositif. Et je crois que la meilleure façon, c'est de voir comment asseoir un dispositif de commercialisation de nos produits. L'État devait être présent, l'État devait veiller à ce que le producteur ne soit pas bradé. Donc, et je crois, voilà ce que je peux dire par rapport à... Merci, M. Delphin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion dans notre débat de revenir sur cette affaire. Oui, M. DG, rapidement, quel sera votre message? Monsieur le conseiller, parce que moi, je vais intervenir à 2 niveaux seulement. Vous savez, l'élevage, c'est la santé, c'est l'alimentation. Tout à fait. Pour ce qui concerne l'alimentation, nous avons dit que la campagne s'annonce très bonne. D'accord. Mais c'est qu'il faut reconnaître une chose. En termes de pâturage, on a le pâturage naturel et on a les sous-produits agricoles. Ces sous-produits agricoles-là, ils sont trop concurrencés. Parce qu'il y a ceux qui prennent pour vendre, il y a ceux qui prennent pour utiliser ça en termes de clôture. Donc, ce qui fait que si nous faisons notre évaluation, on a une certaine quantité, mais en réalité, cette quantité-là ne part pas chez les éleveurs. Donc, ce qui fait que même si on a un excédent, cet excédent-là, on va voir que vers une certaine période, on va dire que mais cet excédent, c'est un déficit. Parce que ça a été dévié. Même à l'extérieur, on amène nos aliments, les sous-produits, tels que les pannes d'arachide et les pannes de niébé, c'est à l'extérieur. Donc, ce qui fait qu'on fait un faux calcul. Parce que nous ne faisons pas... Bon, c'est pas un faux calcul, on fait un bon calcul, mais en réalité, dans la pratique, c'est biaisé. Donc, il faut pas de pour cela, nous avons toujours dit, dans des cas pareils, il faut que les éleveurs écoute à adopter une bonne stratégie. Moi, j'ai mon troupeau. Certes, je suis en fin de campagne. Je sais que ça, là, c'est inévitable. J'aurai un problème d'alimentation. Bien sûr. Il s'agit dès au moment, parce qu'en sortie de la campagne, les animaux sont dans un bon état de santé. Oui, tout à fait. Donc, il faut réguler ce cheptel-là. Il faut réguler le troupeau. C'est-à-dire prendre ces conseils que réellement ils ne donnent pas beaucoup, si c'est en termes de production de lait, ou bien s'ils sont fatigués, il faut les vendre et faire un stock. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un déstockage stratégique. Il ne faut pas qu'on aille à des traitages, qu'on appelle ça des stockages d'urgence. Où les animaux sont en train de mourir, on les vendait. Mais on fait le stockage stratégique. Bien dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est par rapport à la santé. Pour sonner la santé, aujourd'hui, vraiment la campagne, elle est financée en grande partie par des partenaires. Jusqu'aujourd'hui. Et c'est qui fait que... en termes d'acquisition des vaccins, c'est toujours acheté par des partenaires. Ou bien les partenaires, il faut supposer qu'il y a des projets. Même sous la refondation. Même sous la refondation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons être souverains. Cette souveraineté commence par avoir nos propres vaccins. Et l'outil fondamental qui peut le faire, c'est le Labocel. C'est le laboratoire. Aujourd'hui, le laboratoire va mal. Il va falloir vraiment bien l'appuyer pour renouveler. Le Labocel a été créé depuis 1965. Et il y a certains équipements, c'est depuis 1965 qu'on les utilise. Ce qui fait qu'ils ne répondent plus aux besoins. Le pays augmente, les cheptels augmentent. Tout à fait. Donc, il va falloir vraiment essayer d'appuyer cet outil de souveraineté. C'est là aussi que ce cri de cœur sera entendu avec ce DG. Merci. Donc, c'est à ce niveau-là, vraiment, il faut que l'État appuie la campagne de vaccination. Parce que nous avons ce n'est pas un programme isolé pour le Niger, c'est un programme global d'éradication de ces maladies. Oui, on est d'accord. Qu'on soit à la traîne. Il faut vraiment appuyer pour que soit au rendez-vous que tout le monde s'est fixé 2030. Merci, M. DG. Oui, qu'est-ce que vous allez dire, M. DG? Rapidement, votre message.
Ok, d'accord. Moi, je pense que par rapport à ce que M. Bagné a dit sur le financement de l'agriculture, il faut le faire. Il a même lui-même dit que le fonds des projets, c'est pour l'État. Ah oui, bien sûr. Et il y a la contribution de l'État, qui est dans le budget national. L'État contacte des crédits pour asseoir un certain nombre de politiques. Mais c'est aussi le fonds de l'État. Tout à fait. Donc il ne faut pas distinguer, moi à mon avis, il ne faut pas distinguer entre un crédit contacté par l'État, toutes ces panoplies de projets qu'on a au niveau du ministère, et le budget du Trésor, le budget de l'État, puis c'est l'ensemble qui fait le budget du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Quand vous prenez uniquement la partie budget national, vous laissez la partie projet. Là, c'est normal, c'est tout à fait normal que vous dites que peut-être le budget est très insignifiant. Mais le global, c'est quand même l'État, puisque c'est l'État, c'est l'argent. Il a même dit lui-même que les projets, l'État contacte des crédits pour pouvoir assurer des banques. Je pense qu'on doit voir ça dans sa globalité. D'accord. Parce que beaucoup de projets qui sont au niveau du ministère, ils font des activités quand même qu'il faut reconnaître, des activités de l'élevage, de l'agriculture. On est d'accord. Qu'il faut prendre en compte et puis mettre ça en exergue pour pouvoir vraiment mettre le tout quand même dans le fond de l'État. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est les partenaires. On a bien compris. Si vous avez compris, je pense on a bien compris. Voilà. D'accord. Je pense que moi, c'est sur ça que surtout que je voulais intervenir. Maintenant, par rapport à l'encadrement, la question qui a été posée, quel est l'effort de l'État? Nous avons dit vraiment l'État, ce que l'État est en train de faire en termes d'efforts. Maintenant, peut-être le mot de la fin, c'est ces difficultés-là qu'on a, puisqu'on ne peut pas, il n'y a pas de programme sans difficulté. Oui, bien sûr. Donc, le mot de la fin, effectivement, en termes de difficultés, il y a cette difficulté qu'il vient de préciser. Et le manque d'argent, les agents vont à la retraite, tout ça, et donc il faut renouveler. Voilà. Il faut globalement vraiment faire la situation, un plan d'action pour pouvoir vraiment rehausser le ministère. Je crois que le ministre lors du point de choses, il a relevé ça lui-même. Lui-même, il a relevé. Il a relevé ça. Puisque cette question a été prise en compte par le ministère, on espère trouver des solutions. Je pense que c'est plus à chaque réunion, à chaque chose, vraiment, c'est vraiment un point qui est vraiment traité au niveau du ministère et qui est conscient, que tout le monde a conscience que vraiment, voilà. Merci. Pour le moment, quel sera votre message rapidement? Moi, avant de donner les messages, je dois rassurer le président par rapport à l'implication des acteurs de la société, des producteurs. Parce que dans notre réforme, je vous ai dit tout à l'heure, dans la nouvelle réforme de la CREMA, de la refondation de la CREMA, effectivement, nous avons prévu, effectivement, comme par le passé et mieux améliorer, ces comités régionaux là qui sont chargés de gérer les produits de la CREMA. De chaque région, on a placé ces comités-là par arrêté des différents gouverneurs. Et dans ces comités-là, il y a toutes les sensibilités. Des autorités administratives, des autorités comités, des représentants des producteurs assez représentatifs. Ça, c'est une. Deuxième chose, par rapport aussi à l'accessibilité des produits de la CREMA. Dans cette nouvelle refondation, nous avons été instruits par les plus hautes autorités d'être les plus proches possibles des producteurs pour qu'ils bénéficient de la subvention de l'État. Donc c'est pour cela qu'on a commencé à créer les points de vente jusqu'au village. Là où c'est nécessaire. C'est-à-dire que dans les zones de production agricole, on va créer des points de vente qui sont les engrais, les produits, tous les entrées seront disposés pour que les producteurs achètent au même prix que celui de Niamey. La troisième, c'est par rapport à la mécanisation. Dans notre contrat-programme également, nous avons prévu la réhabilitation et le renforcement des unités et des centres de fabrication de matériel agricole qui existaient depuis des années. Il y a Afama qui est ici à Niamey, il y a Cederma, il y a Akrema, il y a Ikoma à Zender. Mais quand vous faites un tour, Abdellah, je vous invite vraiment à faire un tour dans ces centres-là à Zender, à Tawa et à Dosso, vous serez surpris. Vous allez trouver des machines qui ont 60 ans. Il y a des machines qui n'ont jamais été utilisées. Ces centres aujourd'hui, ils sont vraiment l'ombre d'eux-mêmes. Parce que même les agents, à Ikoma, à Zender, il n'y a que 2 agents. Et tous ont plus de 60 ans. Donc vraiment, la CREMA a l'ambition d'en renforcer ces unités-là pour être le bras
armée de la mécanisation que la KEMA va enclencher. C'est bien dit. Et je crois qu'on peut compter sur ces unités-là. Parce que ce qu'ils fabriquent, c'est d'ailleurs mieux. Ça a plus de qualité que ce que nous importons. Quand vous voyez ce que Afuma fabrique, comme les machines de transformation des produits alimentaires ou des céréales, des batteuses, c'est des machines importées là qu'on achète ici les 2 jours, 3 jours, on amène à Afuma pour réparer. Donc pourquoi on ne peut pas réhabiliter nos... Moi j'ai eu l'occasion de visiter ça. Voilà. Donc vraiment, la KEMA compte vraiment appuyer, soutenir, mais parce qu'on a prévu cela pour que l'État, mais tout cela, comme je l'ai dit, il faut que l'État viennent en appui. Tout à l'heure, l'État est déjà là, puisque KEMA est revenu sur ses missions. Tout à fait. Maintenant, je voudrais vraiment soutenir l'idée par rapport aux procédures de marche. Pour finir. Pour finir. Parce que vous savez que tous les intrants agricoles, chaque intrant a une période précise. Oui, tout à fait. Dès que la période la dépasse, c'est compliqué. C'est compliqué. Même si vous amenez ça, on va dire que vous êtes arrêté. Donc, si ces procédures-là n'ont pas été un peu révisées, régulées, vraiment, on va être toujours à retard. Merci. D'accord. Merci. Oui, Banya, on finit avec vous rapidement. Oui, rapidement. On est pris vraiment par le temps. Bon, je voulais aussi, rapidement, rassurer que je ne dis pas que l'État n'est pas en train de faire un effort. Je ne dis pas que les projets ne sont pas des projets. C'est ça, je dis que les projets doivent être des projets de l'État et doivent comporter les emblèmes de l'État. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, on constate l'inverse. Vous prenez par exemple un directeur et le coordinateur du projet. Le coordinateur du projet, parce qu'il a l'argent, il gère le directeur régional. Vous le savez. Oui, ce qui n'est pas normal. C'est lui qui doit lui donner les instructions, les ordres, comment il doit travailler. Mais on sait, aujourd'hui, les gens courent derrière les coordinateurs parce qu'ils gèrent l'argent. Si on sait que c'était l'État, c'est l'argent de l'État, et c'est le gars de l'État qui doit contrôler l'usage, mais l'autre va être quelqu'un qui met en œuvre. Et c'est pour cela que en un mot, ces coordinateurs-là, ils sont des hommes puissants. Ah oui, mais le fait... Non, mais le fait... Ils sont puissants. Vous savez, tout celui qui a l'argent, il est puissant. Bon, ça c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, il a parlé des problèmes. C'est vrai qu'on va avoir du pâturage, mais il faut prévenir, parce que le feu de brousse, c'est bientôt. Il faut déjà que les gens commencent dans leur plan de développement communaux, régionaux, qu'on commence déjà à prévenir. L'autre, déstockage. Vous savez, vous parlez toujours de déstockage, mais nous aussi, on a besoin de déstocker les ingénieurs pour les amener à l'intérieur. C'est-à-dire, le gros problème, c'est que vous posez chez les éleveurs des choses où il y a de la pédagogie pour le faire. Mais vous venez trouver un éleveur pour lui dire, ce qu'il va te dire, mais l'année prochaine, s'il y a un problème, pour reconstituer son cheptel, il a des années pour reconstituer. Donc il y a des stratégies pour aller vers ça. Les gens comprennent, mais il y a des manières de le faire. En tout cas, pour me résumer. Voilà, pour finir. La souveraineté alimentaire, c'est ça qu'il nous faut. Mais ça a des conditions. Ces conditions-là, le premier palier, je crois, nous l'avons. Aujourd'hui, l'État du Niger a décidé d'élaborer la politique agricole. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de politique agricole. Mais maintenant, nous élaborons la politique agricole dans l'optique d'aller vers la souveraineté alimentaire. Et aller vers la souveraineté alimentaire suppose que nous avons nos moyens pour conduire cette politique. Nous avons nos moyens pour suivre cette mise en œuvre de cette politique, et nous avons les moyens nous-mêmes d'aller vers la transformation. Parce que c'est d'abord la production amène la transformation amène l'industrie amène l'emploi. Et ça doit aller ensemble. Donc c'est main dans la main. Le secteur privé, l'État, les producteurs que nous sommes, nous aussi on constitue un autre secteur privé, la recherche, les banques. Et ça, c'est des choses qui doivent aller ensemble. Si on ne veut pas aller ensemble, ça ne marchera pas. Merci. Oui, non, ça, on est d'accord, M. Banya. Vous avez été très clair. Vraiment, merci. Merci, vraiment, pour votre contribution. Ça fait toujours plaisir de vous avoir sur le plateau. Mais je n'ai même pas dit ce que j'ai vu à Timé, que je voulais partager ici. On aura l'occasion de revenir. Parce que les questions de mobilisation des eaux, les gars... On aura l'occasion de d'accord. revenir sur certains dans un prochain débat. Il n'y a pas de problème. C'est la période.
période, on va attendre la fin de la campagne. On va revenir aussi pour faire un point. Donc, vous aurez toujours l'occasion de dire ce que vous avez envie de dire, M. Bagna. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que vous avez dit ce soir sur ce plateau et les propositions concrètes. Hein, parce que, comme vous avez dit, le pétrole, par exemple, on espère du pétrole, on peut mettre 1% pour l'agriculture, l'uranium, pareil, et ainsi de suite. Je pense que c'est des idées qu'il faut avoir pour pouvoir renforcer vraiment cette agriculture hein, et puis aller vers la souveraineté alimentaire. Vraiment, merci. Monsieur Amadou, merci aussi hein, vraiment pour votre contribution et tout ce que vous avez dit hein, par rapport à la Caïma, aux réformes. Hein. Vous avez eu de la chance, puisque sinon, si le CNSP n'était pas arrivé, peut-être qu'on ne va plus parler aujourd'hui de Caïma. Bon, heureusement que le CNSP est là. Et aujourd'hui, le CNSP a pris des dispositions hein, pour que la Caïma revienne dans ses missions hein, régaliennes et ça fait plaisir. Et on espère que c'est au profit des producteurs. Et on vous souhaite bonne chance. Hein. Bagna a dit quelque chose de très important. Il faut impliquer le monde rural et il ne faut pas gérer les choses seuls parce que souvent c'est ça qui crée des problèmes. Et j'espère que vous avez pris bonne note. Vraiment, merci. Merci pour votre contribution présente à ce débat. Monsieur DG, merci aussi hein, pour tout ce que votre service est en train de génie rural. Hein. Vous avez dit quelque chose de très important aujourd'hui. Les gens ont pris conscience qu'il faut aller vers ces ouvrages-là. Il faut développer ces ouvrages et puis les entretenir. J'espère que ce sera une bonne chose pour pouvoir retenir cette eau hein, qui tombe. Hein, et la météo a prévu que ces années-là, il y aura énormément de pluie d'eau. Donc il faut faire ce pour la retenue des eaux. Et j'espère que ça va bien se passer, puisque vous l'avez que le ministre en parle chaque fois au cours de ses briefings et tout. Nous, on va essayer de faire le constat. Dès la fin de cette saison, si ces retenues d'eau sont réelles ou pas, pour voir si cette eau est là et que les gens peuvent en profiter. Il y a les animaux, il y a les gens qui peuvent faire des cultures irriguées. Ça, on va faire le constat. Vraiment, merci. Il y a la pêche. Merci, vraiment la pêche aussi. Merci hein, pour tout ce que vous faites à la tête de ce service-là. Merci. Monsieur DG, merci. Hein. Vous avez lancé un cri de cœur hein, pour le Labocel. J'espère que ce cri de cœur sera entendu. pour que là aussi, à l'image de Caïma, hein, qu'on puisse aussi remettre ce service sur les rails hein, et pour vacciner les animaux. Et ça, c'est la vérité. Il faut le dire. J'espère que votre message sera entendu. Et merci aussi pour votre contribution. Tout ce que vous avez dit hein, concernant la santé animale et votre domaine hein, que vous avez développé ici. Vraiment, merci. Merci, monsieur le docteur. Merci. Merci aussi pour tout ce que vous faites hein, à la tête de ces services. Hein. On a vu hein, l'agriculture maintenant, bon, c'est pris en compte par les plus hautes autorités et j'espère que vous aurez les moyens. Hein. Les finances ne vont plus vous bloquer puisque vous avez dit. Parce que le problème, il faut l'argent à temps pour pouvoir préparer la campagne. Et j'espère que ce message aussi sera entendu par les plus hautes autorités. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là. C'est très difficile en un seul débat de tout dire, mais bon, on aura l'occasion de revenir prochainement sur une autre thématique. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et le grand débat sera à Dosso ce week-end à l'occasion de la rencontre des acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie qui vont réfléchir sur les voies et moyens de relancer le tourisme dans l'espace AES. Une rencontre parrainée par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Rendez-vous samedi pour ce débat avec toute l'équipe du grand débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.